Et enfin, nous conclurons par une vision spirituelle de Étienne de Recquigny sur l'utilisation du numérique en lien avec l'accompagnement du futur. Moi, je suis convaincu, et c'est un peu la raison d'être de cette association, qu'il y a évidemment des motifs d'espérance et on peut mettre au service des nouveaux outils pour permettre ce travail de paire aidance autant que possible, d'être un service efficace. Alors, peut-être avant de répondre à la question, je vais dire un mot général des convictions de l'association et on verra que on pourra dérouler la métaphore sur la paire aidance. Donc, nous sommes moi, je suis moi-même mathématicien entrepreneur et nous sommes une association de tous des professionnels de l'intelligence artificielle, des algorithmes, avec cette particularité qui est que notre quête, c'est donc de servir sans asservir. Et si je peux juste faire un tout petit peu de publicité pour notre livre blanc, je ne sais pas si je peux partager à l'écran, je ne sais pas si vous voyez. Oui, enfin nous on voit. Oui. Voilà, donc entreprendre à l'ère des algorithmes pour servir sans asservir, qui est un livre gratuit que vous pouvez télécharger sur le site et qui parle d'un certain nombre d'histoires justement d'utilisation qui se veut équilibrée des outils. Donc la particularité de notre travail, outre notre fonction professionnelle qui est des entrepreneurs commerciaux, c'est que nous nous réunissons pour discerner en considérant que l'anthropologie biblique, qui est un trésor commun aux chrétiens, aux juifs, mais qui est ouvert à tout le monde, croyant ou non, qui est un repère, un répertoire d'histoires souvent croustillantes, en général profondes, pour essayer de discerner voilà, comment servir la personne humaine. Donc c'est ça qui fait un peu notre originalité. Nous ne sommes pas une association confessionnelle, mais nous puisons voilà, dans l'anthropologie, les traditions judéo-chrétiennes, pour essayer d'approfondir au-delà, je parlais tout à l'heure d'une vision un peu administrative de l'éthique ou d'une vision un peu administrative, d'une checklist pour vérifier que les outils sont au service. On pense on a intérêt à aller plus en profondeur sur l'anthropologie pour trouver des solutions plus créatrices. Alors, de l'expérience de l'association, qu'est-ce qu'on peut attendre, en particulier sur le cas de la paire aidance? Et je dirais plus généralement, si on se projette dans 10 ans, puisque c'est l'anniversaire des 30 ans de Cordia, de quoi je peux rêver dans 10 ans avec l'intelligence artificielle au cœur à cœur, puisque Cordia, c'est le cœur. Qu'est-ce que je peux rêver? Bon, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle, il ne faut pas le voir comme un veau d'or, et il faut d'abord faire preuve de modestie avant de faire preuve d'espérance. Modestie parce que l'expérience des entrepreneurs montre qu'il est beaucoup plus difficile d'aider à la décision de manière automatique, ou en tout cas quasi automatique avec des outils mathématico-informatiques, les grandes décisions de la vie que les petites décisions. Là où il y a une incroyable promesse dont tout le monde se sert, je suis certain, dans la salle, sur votre iPhone pour des petites choses comme commander un billet, acheter des courses en ligne, regarder à quelle heure arrive le bus. Donc toutes ces micro-décisions sont assez faciles à outiller et même souvent automatiser. En revanche, les grandes décisions de la vie, celles qui engagent la personne humaine, sont beaucoup plus difficiles à outiller. Et c'est pour ça que, malgré 30 ans d'investissement des cabinets de recrutement les plus fortunés, on n'a pas encore aujourd'hui réussi à avoir des outils de coaching, je parle là dans le domaine professionnel commercial, qui soient par intelligence artificielle vraiment complètement automatisés. Ça n'existe pas, il y a eu beaucoup d'échecs. Et c'est une bonne nouvelle si on croit à l'esprit et à la liberté de la personne humaine. C'est une bonne nouvelle que ces artefacts numériques n'emprisonnent pas tout à fait nos vies. Donc,
Parce que, évidemment, les grandes décisions comme celle de dépasser une expérience traumatique, de dépasser des emprisonnements liés à l'alcool, à la drogue ou à des parcours professionnels ou familiaux qui ont été épouvantables, tout ça, ça engage la personne évidemment sur des futurs qui sont multiples, qui sont rétroactifs, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir le futur dans la mesure où il dépend autant de chacune des micro-décisions que je vais prendre. Donc il ne faut pas rêver, même dans 10 ans, à avoir un ACX complètement automatique, un assistant qui va permettre au père aidant d'appuyer sur un bouton et donner, et comme la Pythie de Delphes, puisque tout à l'heure on a pris des métaphores antiques, et de révéler à la personne son avenir. Non, ça n'arrivera pas, et tant mieux. En revanche, là où l'expérience, où les bénéfices sont importants, et je pense, ce serait très bien que ça se déploie dans les dizaines d'années à venir, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être facilitées par l'outil numérique. Et je dirais même, ce n'est pas simplement un souhait, on pourrait même se dire que si on se place du point de vue spirituel, et si on pense que, et c'est une tradition à la fois rabbinique et de théologiens chrétiens, c'est que l'homme est créé, l'homme, homme et femme, bien sûr, l'humain, la personne humaine est créée à l'image de Dieu, en tant que créateur. C'est parce que c'est quand il est créateur que l'homme est créé en fait vraiment à l'image de Dieu. Et donc, créateur, ça veut dire qu'il faut prendre tout ce qu'on sait faire pour le mettre au service du bien commun. Et donc, si on est capable de développer des algorithmes, il serait dramatique de ne pas s'en servir, notamment pour les souffrances les plus grandes. Pourquoi est-ce qu'on ne se servirait pas d'algorithmes pour des choses aussi terribles que la perte de mon frère? Donc, je pense que c'est même une obligation morale, peut-être, d'explorer de manière raisonnée le potentiel de futurs outils. Alors, quelques pistes pour avancer. Alors, d'abord, les outils numériques sont généralement source d'efficacité pour déléguer des tâches qui sont chronophages, ennuyeuses, mais indispensables. Et ça, c'est l'expérience d'outils de coaching, comme vous pouvez regarder chance.co, qui est une entreprise qui propose des parcours de transformation de sa vie professionnelle, de changement de carrière, en somme de coaching, mais outillé par un algorithme et une personne. Donc vous avez à la fois un coach et puis un algorithme, vous l'avez les deux ensemble. Donc on imagine sans peine la métaphore pour le père aidant avec son outil. Et donc l'expérience de chance.co, qui a l'immense avantage de diviser par 5 ou par 10 le coût du coaching, et ça veut dire que je peux toucher 10 fois plus de personnes. C'est ça l'intérêt de réduire les coûts, c'est que je peux, avec le même budget, qui est forcément limité, toucher 10 fois plus de personnes. Donc l'expérience, c'est que beaucoup, évidemment, de recueil d'informations clés pour arriver à être dans un dialogue de qualité, ça prend du temps. Et là, l'outil numérique est souvent très intéressant. Vous le faites déjà avec ACX. J'en ai parlé avec mon ami Doin, qui vous a aidé dans le développement récemment d'ACX. Voilà, si je peux noter avec un modèle de données les forces, les faiblesses des personnes, le genre de problèmes qu'elles ont, etc., et si je peux faire ça d'ailleurs de manière asynchrone, alors je récupère du temps, un peu comme le rabbin qui a le temps de prier les psaumes. Je peux récupérer du temps quand je suis en face à face entre personnes pour vraiment me concentrer sur la relation, et toutes les tâches chronophages, je les ai faites avant. Donc ça, indéniablement, les outils numériques, et il faut travailler pour qu'ils soient vraiment très ergonomiques et que je sois très efficace pour déléguer à l'ordinateur toutes ces tâches-là. Et ensuite, évidemment, il y a une deuxième dimension générale aux algorithmes, c'est qu'ils forcent à rationaliser, à objectiver. Alors évidemment, la rationalisation, l'objectivation est toujours imparfaite, toujours. Et si elle ne l'est pas, c'est que c'est un magicien qui vous parle ou un menteur. Donc on ne décrira jamais dans ACX la totalité des forces d'une personne ou la totalité des parcours de soins. Et de la même manière, l'expérience de chance.co dans les changements de carrière, c'est que les modèles de données sur les carrières possibles sont toujours incomplets. Donc c'est une rationalisation qui est incomplète, mais néanmoins qui force d'une certaine manière à objectiver et qui peut écarter des biais qui se jouent dans une relation entre deux personnes. C'était l'exemple que je donnais tout à l'heure dans la relation de recrutement, il y a souvent beaucoup de biais. Alors, bon, mettre ça dans un modèle de données, c'est un tiers
et qui a l'avantage d'ailleurs de ne pas être une personne humaine, donc moins d'affectif, même s'il y en a toujours un peu, même avec un ordinateur, et donc je peux mettre à distance, et ça c'est forcément très intéressant. Et alors si on est plus ambitieux, si on rentre plus dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a aussi l'exploration automatique des possibles. Et ça c'est très intéressant. Alors c'est pas la Pythie de Delphes, c'est plutôt la bibliothèque d'Alexandrie des pères aidants, on pourrait dire. C'est le fait de dire je donne accès grâce à un outil à un très grand nombre d'histoires vécues possibles. Et donc je permets à une personne de se dire ah tiens, par la méthode des plus proches voisins, qui est un algorithme mathématique assez simple mais extrêmement puissant, qui est de voir que ce que je suis en train de vivre, ça ressemble à des choses que d'autres ont vécues. Et si ça, je le modélise et j'ai une base de données, alors de manière très rapide, je peux donner un très grand espace des possibles. Et donc, je peux même peut-être souvent dépasser l'expérience d'un seul père aidant qui est forcément limité. Je donnerai une métaphore d'un des entrepreneurs de notre réseau qui développe une solution de détection précoce du cancer du sein. D'ailleurs, sa société est cotée en bourse. C'est une belle aventure, à la fois pour le bien commun et pour le développement économique. Et en fait, il a un outil qui va justement par un algorithme de plus proche voisin donner à une personne, à une femme, la vision de parcours d'autres femmes qui lui ressemblent, et dans un espace qui est très grand, qui n'est pas juste elle a le même âge que vous. Donc c'est dans un espace évidemment de vie, de parcours de vie, de soins médicaux qu'elle a reçus, de tests, toutes sortes de choses. Alors on va montrer des expériences. Et de ce point de vue-là, on va pouvoir outiller la relation entre le médecin et le patient en dépassant l'expérience du médecin. Le plus grand médecin du monde, au mieux, dans sa carrière, il aura vu quelques milliers, peut-être quelques dizaines de milliers de patients. Avec un outil comme ça, il peut accéder à des millions de personnes qui ont le cancer du sein en quelques clics. Donc il y a cette puissance, évidemment, de l'exploration des possibles et qui n'exclut pas, au contraire, la relation entre deux personnes, mais qui va lui donner une efficacité potentiellement beaucoup plus grande, une créativité plus grande. Évidemment, ça n'est possible que s'il y a une base de données large qui est construite. Donc l'expérience d'ACX est intéressante, mais beaucoup trop limitée pour l'instant. Vous avez, c'est déjà magnifique, quelques dizaines, peut-être quelques centaines de parcours de personnes sur quelques années. Ça, c'est déjà une base de données. Il faudrait évidemment, si on veut vraiment, dans 10 ans, avoir une profondeur d'un outil d'aide à la décision plus grande, plus riche, pour aider les pères aidants, il faudrait avoir une base de données beaucoup plus grande. Et peut-être que ça ouvre à, je crois que c'est une idée de Jean-Luc, voilà, par le biais de l'open source, à partager des outils d'accompagnement des bases de données. Alors ça pose tout de suite plein de questions, c'est des données sensibles, donc voilà, il y a les gendarmes de l'éthique qui repassent la tête dans la discussion en disant oulala, oulala. Donc bien sûr, il faut faire attention, c'est des données sensibles, mais bon, il y a des méthodes quand même de traiter des données très sensibles en respectant le consentement, en respectant réellement le consentement des personnes. Il y a même des technologies mathématiques compliquées pour crypter en profondeur les données sensibles, et pourtant, c'est ce qui se passe dans le cancer du sein. Vous allez lire sur l'écran l'expérience d'une femme qui vous ressemble et c'est impossible pour vous de savoir qui elle est, cette femme. C'est d'ailleurs même impossible pour un ordinateur puisqu'il y a des méthodes de cryptage très compliquées. Donc c'est possible à l'échelle de 10 ans, me semble-t-il. Et je dirais même, c'est souhaitable et presque, c'est une obligation morale d'essayer de redoubler de créativité pour engranger plus d'expérience et peut-être enrichir cette relation de père aidant. Et pour ça, il faut travailler, il faut le faire dans des contextes sérieux en termes informatiques, en respectant, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, le consentement des personnes. Mais voilà, c'est un message d'espérance.